Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la doctrine du numérique en santé, donc épisode 4 dédié au médico-social. Donc les 3 premiers épisodes de ces webinaires sont déjà disponibles en replay, n'hésitez pas à les consulter. Comme d'habitude, le webinaire sera disponible en replay, on vous partagera aussi le support. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié questions et non pas dans le chat, ça évitera qu'on passe à côté. Voilà, donc aujourd'hui pour ce webinaire, 2 intervenants. Donc Caroline pour la partie doctrine et Morgane pour la partie plus médico-sociale. Je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Comme l'a évoqué Elodie, en effet, c'est la 4e session autour des sujets de la doctrine du numérique en santé et a priori la dernière. Donc, ça vient compléter les épisodes précédents. Pour rappel, on a eu un premier épisode qui portait sur les outils et les services numériques, donc plutôt la couche service de la maison. On avait un épisode qui s'est tenu en avril sur plutôt la partie référentielle, un épisode 3 qui s'est tenu le mois dernier sur tout ce qui est lié au processus, on va dire, de labellisation, de référencement Ségur et les impacts Ségur. Et cet épisode 4, c'est un focus sur le médico-social, puisqu'on va vous le rappeler aujourd'hui, la doctrine du numérique en santé, donc elle s'applique non seulement aux sanitaires, mais aussi au secteur social et médico-social. La maison du numérique en santé a été pensée comme ça nativement dès 2019 et c'est aujourd'hui pleinement une réalité. Et c'est notamment le cas dans le cadre de la publication de la version 2021 de la doctrine, où le secteur médico-social, il est pleinement intégré. On a même mis en évidence quelques paragraphes particuliers quand il y avait une trajectoire un petit peu particulière à mettre en évidence. On va y revenir sur un certain nombre de points. Et donc, on va faire cette présentation à deux. Donc, Anne-Laurin s'excuse parce qu'elle est retenue sur un événement aujourd'hui. Et donc, c'est Caroline qui va la remplacer. Et je suis Morgane Berthelot, donc je porte le programme médico-social de l'agence. Donc, je vais essayer de vous apporter un éclairage le plus concret possible sur ce qui va concerner le secteur social et médico-social. Alors, on va démarrer doucement. Donc, l'Agence du numérique en santé, c'est l'accélérateur institutionnel du développement du numérique dans le secteur de la santé au sens large, sanitaire, médico-social et social en France et en Europe. Et on a 3 grandes missions, une mission de régulation, une mission d'opérateur et une mission de promotion et valorisation des usages de l'e-santé. On va tout d'abord refaire un petit rappel rapide de ce qu'est la doctrine et sa version 2021 qui a été publiée en tout début d'année. Et je vais laisser la parole à Caroline. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, on va faire un premier focus sur la doctrine. Donc la doctrine, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vous l'avez aujourd'hui tous en tête. C'est la maison. Alors, je m'entends en écho. Donc, c'est la maison, je pense que vous la connaissez tous aujourd'hui. L'objectif, c'est de centraliser et de répertorier en fait toutes les informations à date pour aider à formaliser une trajectoire pour l'écosystème, tant pour les établissements de santé que pour les éditeurs, les industriels, les professionnels de santé ou encore les usagers. Ce qu'on retrouve dans la doctrine, c'est notamment le cadre de référence avec le schéma d'architecture cible, mais aussi le cadre technique, le cadre d'urbanisation et la trajectoire pour les différents acteurs de l'e-santé. Le but, c'est de partager tous les éléments, aussi bien techniques que d'urbanisation de la doctrine pour permettre et faciliter l'échange et le partage de données de données de santé. Ça s'applique aussi bien au champ du sanitaire que du médico-social. Concernant la doctrine, donc pour cela, elle s'écrit à plusieurs mains. On compte au moins une vingtaine de rédacteurs. Alors après, ça fluctue selon les années. Mais on retrouve notamment l'assurance maladie, le Health Data Hub, l'Agence du numérique en santé, bien sûr, le ministère de la Santé, la DGOS et puis des caisses, notamment comme la CNSA. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser dans le cadre du médico-social. Mais il y a encore beaucoup d'autres acteurs qui participent et qui participent aussi au moment de l'écoute de l'écosystème en amont de la rédaction.
À qui est-ce qu'elle est destinée? Donc, notamment aux porteurs des services numériques, mais aussi à tous les éditeurs, aux maîtrises d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre, et aux usagers, tant les professionnels que patients, qui peuvent aussi se saisir de ces sujets-là. Donc, la doctrine 2021, donc c'est un document qui est tous les ans revu. Dans sa dernière version, on l'avait articulé donc de la façon suivante, une partie synthèse qui vous permet d'avoir les premières grandes lignes de ce qu'elle contient. On reprend tous les chapitres en mettant l'accent sur vraiment l'actualité et les éléments les plus importants. On retrouve aussi le macro-planning et la feuille de route pour vraiment synthétiser les prochains jalons sur l'ensemble de ces chapitres. Et puis, on avait intégré, notamment du fait de l'actualité, une partie sur la feuille de route de la e-santé de l'Union européenne, parce que la France était notamment sur l'Union européenne au niveau de la direction. Donc voilà. Et après, on avait décliné les différents chapitres. Donc, une partie sur l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Une troisième partie sur les systèmes d'information et les référentiels. Donc ça fait le lien notamment avec ce que disait Morgane sur le chapitre 2, le webinaire qui s'est tenu dessus. La partie 4 sur les services numériques, socles et les plateformes de santé. Donc ça, c'était le chapitre 1. Et enfin, le dernier chapitre qui était sur les contrôles de conformité, c'était le chapitre 3 qu'on a fait dessus. Donc, vous pouvez retrouver aujourd'hui tous les webinaires, les supports et les replays sur la plateforme de l'ANS si vous voulez les revisionner. Concernant le contenu, chaque chapitre est organisé de la même façon, à savoir une partie doctrine, donc qui présente les grands principes du chapitre, la trajectoire, donc les grands jalons et les prochaines étapes à venir et quel va être l'usage de l'outil en cible, une synthèse des actions clés pour se projeter, et puis après des impacts. Donc les années précédentes, on avait les impacts MOE et MOA, mais cette année, pour coller à l'actualité et aussi au changement de paradigme qu'il peut y avoir, on a intégré des impacts sur les directives européennes, le Ségur et le médico-social. Et puis, bien évidemment, pour si vous avez besoin d'informations complémentaires, il y a toujours la partie sur en savoir plus. Donc, concernant le sommaire, donc on a quand même un bel ordre du jour aujourd'hui. Tout est orienté, tous ces chapitres sont déjà dans la doctrine, mais aujourd'hui, on les a orientés et adressés spécifiquement au secteur du médico-social. Donc, je laisse la main à Morgane pour la suite. Merci Caroline. Donc, on voulait en effet vous faire un prisme médico-social. Hein, c'était l'objectif de ce webinaire, les attentes. Dans un délai court, on s'est dit, en fait, la doctrine, elle s'applique à, finalement, le médico-social, on va le voir partout dans la doctrine. On le voit dans la maison et on le voit à tous les niveaux, que ce soit dans les couches des fondations, que les couches des services, que ce soit au niveau des plateformes numériques et même dans les nuages. De partout, des fondations de la maison aux actions d'incitation, donc on voit dans les nuages, le médico-social est désormais totalement inscrit dans la doctrine commune, mais avec des éléments de trajectoire adaptés. Donc, le concept d'État plateforme, qui est promu donc, par la DNS et dans le cadre de cette feuille de route du numérique en santé, que ce soit ce concept d'État plateforme ou la feuille de route du numérique en tant que tel, ou même le cadre d'urbanisation, ça s'applique au sanitaire, au médico-social et au social. Et donc, pour le médico-social, ce qui est important de repartager aujourd'hui, c'est que le déploiement des référentiels et services socles est désormais une réalité pour bon nombre de sujets, que ce soit la généralisation de l'usage de l'INS et de la MS Santé. Ce sont des bons exemples aujourd'hui, puisque ça s'est bien évidemment passé en avance de phase sur le sanitaire, mais toutes les bases sont posées pour que ça se passe et ça se généralise pour le secteur médico-social. L'ouverture de mon espace santé pour tous, y compris pour les publics fragiles également. Alors, comme bon nombre de webinaires ont été réalisés sur différents sujets, on ne va pas pouvoir, bien sûr, adresser une photo complète et exhaustive aujourd'hui avec vous. On va vous proposer un tour d'horizon sur certaines d'entre elles. C'est celles qui sont en gras sur la partie de droite.
Donc, on va revenir tout d'abord sur les fondations, sur l'identification des acteurs avec le sujet du RPPS+, le répertoire partagé des professionnels de santé, qui est quand même un sujet particulier et spécifique sur le médico-social, donc on ne peut pas ne pas en parler. On voulait vous faire un petit prisme sur le répertoire opérationnel des ressources, sur la description de l'offre de santé et médico-sociale, donc avec lequel donc une action de peuplement et de déploiement est enclenchée au niveau des territoires. La déclinaison d'un plan d'action cybersécurité à destination des établissements et services médico-sociaux, la déclinaison d'une démarche d'urbanisation pour le secteur médico-social, l'évolution du cadre d'interop afin d'intégrer les grands enjeux du secteur, l'ouverture de mon espace santé et l'adaptation de la matrice d'habilitation du DMP, et enfin, si on a le temps, on reviendra un petit peu sur la généralisation de l'AMS Santé. Donc, tous ces sujets sont bien le témoin que cette maison commune inclut les populations fragiles et vulnérables et les professionnels qui les accompagnent avec des fondements d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité. Donc, parmi les sujets que l'on n'adressera pas aujourd'hui, on va quand même les citer. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les adresse pas aujourd'hui? Soit parce qu'il y a eu des webinaires récents qui se sont tenus, on va vous renvoyer vers ces webinaires pour que vous puissiez en savoir plus dans le contexte de l'instanciation pour le médico-social, soit parce qu'il n'y avait pas forcément une actualité très, très forte au moment aujourd'hui, et donc on les a un petit peu mis de côté. On va quand même les citer. Donc, on a des sujets autour de l'éthique, et ce qui est important de relever, c'est qu'on a un groupe de travail sur l'éthique du numérique appliqué au médico-social qui s'est ouvert. Son objectif, c'est d'élaborer une série de critères éthiques pour sensibiliser, acculturer et faire progresser le secteur médico-social sur la dynamique de l'éthique du numérique en santé. Et l'objectif, c'est d'élaborer une grille permettant l'auto-évaluation de la dimension éthique d'un système d'information du médico-social. Donc, on ne l'évoquera pas aujourd'hui, mais sachez qu'en tout cas, il y a une dynamique qui s'est enclenchée sur le sujet. Sur le sujet de sécurité, on peut évoquer que, tout comme pour le sanitaire, on a le Ségur du numérique en santé qui vient mettre un coup d'accélérateur sur l'embarquement d'un certain nombre d'exigences de sécurité SI pour que les SI du secteur médico-social, et plus particulièrement pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, puissent intégrer des exigences de sécurité. Et ça, ce sera plus particulièrement le cas à partir de 2024 pour le médico-social, avec la vague 2 du Ségur numérique, qui embarquera des fondations, des exigences de sécurité sur lesquelles on opérera des vérifications de conformité. Autre sujet qui concerne le FINES, avec la refonte et l'extension du répertoire FINES, pour lequel nous, à l'ANS, nous avons donc une action plus spécifique, puisqu'on a repris la gestion opérationnelle du FINES depuis janvier 2022. Donc, on est chargé de la refonte du projet avec une première version prévue pour fin 2023. La gouvernance stratégique du FINES est recentrée autour de la DNS et le périmètre FINES, c'est pour ça qu'on l'appelle FINES+, c'est qu'il a amené à s'élargir avec l'enregistrement des personnes morales pour les doter d'une identité électronique. Et donc, c'est par exemple dans ce cadre-là qu'on a lancé l'enregistrement des dispositifs d'appui à la coordination. On réfléchit également à l'enregistrement des grades. On pourrait également ouvrir la voie à l'enregistrement d'acteurs comme les MDPH, par exemple. Autre sujet, j'en ai parlé, la généralisation de l'identité nationale de santé. Et là, on va vous renvoyer vers un webinaire plus spécifiquement. Les programmes d'incitation du Ségur numérique et du programme SMS numérique. De la même manière, il y a beaucoup de webinaires qui existent et un récent qui s'est tenu le 26 avril dernier. Les programmes d'innovation sur lesquels le médico-social a une très forte actualité avec le programme Structure 3.0, l'appel à projet Structure 3.0, qui s'est lancé tout dernièrement avec une date limite de dépôt des dossiers qui est prévue pour le 24 juin, si je ne me trompe pas, le 24 juin, ouais, c'est bien ça, et les liens également avec les tiers-lieux d'expérimentation. Et enfin, sur le sujet e-prescription, avec un déploiement de pilotes qui est en train de démarrer tout doucement avec les EHPAD, avec quelques EHPAD. Et donc ça, c'est plus fortement piloté par l'assurance maladie. Donc, il n'y a pas de nouveauté par rapport à la e-prescription ou au service en tant que tel. Il y a simplement un terrain d'expérimentation qui va se décliner pour les EHPAD. Donc voilà, on n'évoquera pas plus de précisions aujourd'hui sur ces sujets. On vous renvoie notamment à des webinaires qui ont été réalisés plus spécifiquement sur le Ségur et le programme SMS numérique, donc dans le champ du médico-social et du social. Vous avez les liens. L'appel à projet Structure 3.0, un webinaire donc, sur l'INS et le lancement, en effet, les 1 an de l'INS et la généralisation pour le médico-social. Et enfin, les retours d'expérience des pilotes Ségur médico-social qui apportent beaucoup d'informations et qui montrent très concrètement, en effet, que toutes ces fondations, tous ces services de la maison
ça devient une réalité pour le secteur. Alors, si maintenant on regarde plus particulièrement les différentes thématiques sur lesquelles on va vous faire un focus, on va démarrer par l'identification électronique des acteurs, donc avec le portail du RPPS+, et le répertoire qui s'appuie sur un répertoire, un annuaire, un répertoire des professionnels de santé étendu au secteur du médico-social. L'identité numérique, c'est fondamental, c'est un des piliers de la maison, c'est la sécurité. Pour sécuriser les échanges, il faut identifier les acteurs, il faut identifier les personnes, les usagers, mais il faut aussi identifier les professionnels en charge de l'accompagnement de ces personnes. Et donc, ce qu'il est important d'évoquer, c'est que dans le secteur médico-social, on va avoir bon nombre d'acteurs qui n'ont pas la possibilité, en effet, d'être enregistrés soit par rapport à un ordre, soit par rapport on va dire, un processus d'enregistrement lié à leur profession ou leur diplôme. Et donc, on va avoir une myriade d'acteurs qui vont exercer des rôles d'accompagnement autour des personnes et il va falloir qu'on leur donne une identité numérique au niveau national pour être en capacité de bien les identifier, qu'on puisse certifier qu'ils exercent bien un rôle bien précis pour qu'ensuite ils puissent échanger des documents via l'AMS Santé et voire accéder à des informations dans le DMP avec de l'information avec des données de santé à caractère personnel. Et donc, ça va s'adresser, par exemple, à des publics donc, professionnels, comme les aides-soignants, les éducateurs spécialisés, les coordinateurs de parcours, les assistants médicaux, pour lesquels on va avoir besoin, dès lors qu'ils accompagnent les personnes fragiles et dès lors qu'ils sont amenés à utiliser ces services numériques, MS Santé, DMP notamment, mais aussi parcours, et encore e-prescription, on va être amené en effet à devoir les doter d'une identité numérique et ça va se passer dans ce répertoire. Donc le RPPS+, le petit plus, c'est parce qu'il est étendu à ces acteurs. Alors, on a réalisé donc ces derniers mois des pilotes avec un certain nombre de régions, justement pour bien identifier les populations, commencer à identifier les rôles, quelles typologies d'acteurs allaient être concernés, et on en a tiré quelques enseignements pour préparer la généralisation. Tout d'abord, un enjeu de sensibilisation pour faire preuve en effet de pédagogie, se rappeler l'intérêt de l'identité électronique des acteurs pour garantir la sécurité des échanges. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales. C'est même parfois important de rappeler à ces professionnels qu'ils ont le droit d'échanger et de partager ces informations, ces données de santé à caractère personnel parce qu'ils accompagnent la personne et ils sont en effet éligibles pour pouvoir disposer de cette identité numérique. Et c'est aussi un levier énorme pour valoriser ces professions. Deuxième axe, donc étudier l'opportunité d'équiper les professionnels du médico-social d'une carte, qu'elle soit ICPS, donc ça c'est on va dire le paradigme de base, c'est désormais pour ces acteurs-là, on les enregistre dans le RPPS+, et on les dote d'une ICPS, mais également dans certains cas de figure, quand la ICPS a une barrière liée à l'utilisation d'un téléphone portable dans les structures, on pourrait être amené à recourir à une carte physique. Donc ça, c'est une ouverture également qui est envisagée. L'enjeu également, c'est de pouvoir envisager de réaliser un enregistrement en masse des professionnels à rôle dans le cadre du portail RPPS+. Ça, c'est quelque chose de fondamental, de pouvoir en effet ne pas faire quelque chose d'unitaire, mais de pouvoir enregistrer des populations par rapport à une autorité d'enregistrement qui a besoin en effet d'enregistrer un certain nombre de professionnels de sa structure, massivement. La nécessité de prendre en compte le lien plus spécifique avec le DMP. Si on dote en effet les professionnels d'une identité numérique, c'est pour leur permettre notamment d'accéder et de consulter le DMP. Et donc, il faut faire le lien entre leur rôle, leur profession et ce vers quoi ils vont pouvoir se tourner quand ils vont pouvoir accéder au DMP, à savoir la consultation d'un certain nombre de documents. Et donc, ça fait le lien avec la matrice d'habilitation du DMP. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut regarder de très près et qui donnent lieu encore à des adaptations aujourd'hui pour permettre, quand le DMP soit totalement prêt au mois d'octobre, à cette ouverture, et bien que l'on puisse avoir un enregistrement des acteurs qui soit complètement en lien avec la matrice d'habilitation du DMP. S'appuyer enfin sur les régions, retour terrain pour faire évoluer la nomenclature des rôles. Donc, on ne va pas enregistrer massivement tous les professionnels du secteur. On va identifier un certain nombre d'acteurs, identifier leur rôle et dès lors qu'ils accompagnent une personne, dès lors qu'ils ont un enjeu d'échange et de partage de données de santé, on va les doter d'une identité numérique. Et donc, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Donc, cette nomenclature des rôles de ces professionnels va évoluer au fur et à mesure.
Et enfin, donc, notre enjeu aussi, c'est de pouvoir renforcer et améliorer le suivi des usages avec l'activation de la ICPS, une fois qu'on a enregistré les acteurs, et l'attribution de boîtes aux lettres nominatives MS Santé. Le RPPS+, ça ouvre la voie, en effet, à ces deux usages. On vous a mis quelques jalons pour l'année 2022, donc avec des gros enjeux. C'est une très, très forte actualité au sein de nos équipes à l'ANS. Le fait qu'on va mettre en service une nouvelle version du portail RPPS+, qui intègre le genre d'activité, donc pour faire ce lien avec le DMP. Donc, on a indiqué une date à l'été 2022. On ne peut pas vous donner plus de précision aujourd'hui, mais globalement, il était prévu que ça soit fait plus tôt, mais malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, ce sera plutôt autour de l'été que cette ouverture va se réaliser. De même que l'alimentation en masse, et on va vous mettre à disposition, ainsi qu'aux régions, des modules de formation pour que vous puissiez pleinement prendre la main sur ce portail d'enregistrement. On a ensuite un travail d'accompagnement de la généralisation de l'usage de ce portail en lien avec le Ségur numérique et des étapes en effet de simplification de la contractualisation, qui est une première étape qui doit se faire en lien avec l'ANS pour simplifier donc ce processus et permettre aux autorités d'enregistrement derrière d'avoir un enregistrement simplifié des différents professionnels. Donc voilà sur la partie portail RPPS+. Peut-être qu'on peut répondre à quelques questions. À partir de quelle échéance les agents des collectivités territoriales pourront-ils intégrer le RPPS+? J'aurais tendance à dire que tout dépend en effet de leur profession. Il faudrait qu'on regarde quel rôle ils ont. Peut-être qu'ils peuvent dès à présent le faire, sous réserve que cette nouvelle version soit publiée. Donc, moi, j'aurais tendance à dire l'été 2022. Donc, à partir du moment où ils ont un rôle qui rentre bien dans la nomenclature, a priori, rien ne les empêche, en effet, de pouvoir intégrer ce RPPS+, mais encore une fois, sous réserve qu'ils accompagnent des usagers et qu'ils ont bien, en effet, un rôle autour de l'échange et du partage de données de santé à caractère personnel. Et deuxième question, est-il prévu d'identifier précisément les aidants familiaux, conjoints, proches, assistants de vie? Alors là, je ne saurais pas répondre à cette question. Et je pense qu'on va la noter et on essaiera de vous apporter, de t'apporter, Dominique, une précision à l'occasion d'un prochain échange. Alors, on vous propose de continuer. On va vous parler de l'offre de santé cette fois-ci avec le répertoire opérationnel des ressources. Donc, le répertoire opérationnel de ressources est lui aussi un référentiel et on va parler de la description de l'offre de santé. Et c'est un référentiel commun aux acteurs, au secteur sanitaire, médico-social et social. On a notamment des acteurs des addictions qui sont aujourd'hui peuplés ou en train d'être peuplés dans l'Aurore. Donc, ça a vocation en effet à apporter une description exhaustive, homogène et opérationnelle de l'offre de santé au niveau national en s'appuyant sur une architecture répartie au niveau des territoires aujourd'hui. Alors, on a un petit schéma qui montre un petit peu comment le répertoire opérationnel se positionne. Il s'appuie notamment sur le FINES et c'est un référentiel. Et donc, ce référentiel vient nourrir des services qui sont consommateurs de ce référentiel. Parmi les services, et si on regarde plus spécifiquement donc le champ du médico-social, où on va prendre des services qui sont très larges, qui sont globaux, mais on va aussi parler d'applications qui sont plus tournées sur le médico-social. Donc, on a le service d'accès aux soins, on a santé.fr, qui aujourd'hui sont des portails, en effet, ou des applications et services assez généralistes qui consomment l'Aurore. On a des services d'orientation, comme Via Trajectoire et Osmose, qui est encore le service d'orientation de l'île de la Réunion. On a les outils de coordination e-parcours. On a des annuaires du type Maya, qui sont en effet des services qui vont être amenés à consommer l'offre dans le cadre du ROR. La consommation des données du ROR, ce qui est important de rappeler, c'est que ça s'inscrit globalement dans un espace de confiance et que les services, ils doivent respecter un certain nombre d'engagements pour pouvoir ensuite consommer les données du ROR. Alors, ce qu'on souhaitait vous faire plus particulièrement toucher du doigt aujourd'hui, c'était les actions qui sont mises en œuvre plus spécifiquement dans le secteur médico-social. Il y a un enjeu autour du peuplement et on vous a mis donc un petit histogramme ici qui vous indique aujourd'hui où on est, ou en tout cas à fin 2021, où en était le peuplement du ROR par rapport à des structures du champ PA, PH et les services, PA-PH.
Donc, globalement, l'offre médico-sociale était peuplée autour de 63% à fin 2021, avec principalement un champ PA qui était plus peuplé que les autres. C'est des régions qui aujourd'hui sont complètement à la manœuvre dans le peuplement et la stratégie de ce peuplement. Et ce qu'il faut vraiment saluer, c'est qu'il y a eu un effort très très important qui a été fait en 2021, puisque ça a à peu près doublé, l'effort a à peu près doublé entre fin 2020 et fin 2021. Je crois qu'on était à peu près à 35% à fin 2020, donc il y a eu un très fort bond en avant qui a été fait sur le peuplement des établissements et des services. Donc après, ça peut peut-être être un petit peu biaisé parce qu'il y a une logique de pré-peuplement automatique qui est réalisée dans certains cas de figure, dans certains territoires. Donc il faut forcément aller à la rencontre des structures derrière. Mais voilà, simplement pour vous dire qu'il y a une belle dynamique, en tout cas, qui est en place et qui est impulsée aujourd'hui, notamment sur le champ du handicap, par une instruction qui concerne plus particulièrement les orientations et la mise en place d'un réseau de proximité autour du SI suivi des orientations, notamment via trajectoire. La CNSA, en effet, a souhaité renforcer le développement des usages autour de SI suivi des orientations, couplé au ROR et articulé, synchronisé avec le ROR. Et donc, ça permet en effet de mettre en place un certain nombre d'actions, dont l'identification de ces référents qui vont être amenés à s'assurer notamment que la mise à jour des données du ROR se fait bien. Donc, d'autres actions comme favoriser le déploiement des usages, accompagner les acteurs dans l'amélioration de la qualité des données. On parle d'un référentiel, donc la qualité des données, c'est central. Et puis, préparer l'arrivée du ROR national. Comme je vous le disais, on était sur une architecture répartie avec un référentiel au niveau national, des échanges qui étaient basés sur un modèle d'échange. Et aujourd'hui, on est sur une trajectoire donc, qui permettra à horizon 2025 d'arriver jusqu'à la saisie des données directement dans le ROR national et le décommissionnement en cible des ROR régionaux. Donc voilà sur le sujet du ROR. Je vais regarder si on a des questions sur le sujet. Dans le ROR, trouve-t-on les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les services à la personne? Alors c'est dans PAPH, pour moi c'est dans les services qu'on va les retrouver. On va passer donc ensuite sur le plan d'action cybersécurité. Je vais laisser la parole à Caroline. Alors, concernant la cyber, donc, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus d'établissements qui sont ciblés par des cyberattaques. On note une augmentation du nombre de cyberattaques et ça a pour conséquence notamment de perturber le fonctionnement des services médicaux, donc ce qui est particulièrement problématique quand on était dans une situation de crise sanitaire, parce que ça vient se rajouter au contexte déjà difficile. Pour ça, il y a eu un plan de renforcement cybersécurité qui, lui, s'inscrit en cohérence avec la feuille de route stratégique en santé, Ma Santé 2022, donc qui est l'action 9 pour ceux qui ça intéresse. Et c'est un plan qui s'adresse aux établissements, mais aussi aux régions pour mettre en place différentes actions. Donc, ces actions, elles s'articulent autour de 4 axes, à savoir la sensibilisation aux risques cyber, l'animation territoriale, l'appui aux structures de santé et le contrôle. Donc, l'ensemble de ces actions, elles portent tant pour les établissements du sanitaire que du médico-social. Un certain nombre d'actions sont portées notamment par un groupe de travail territorial, pour aider justement ARS, GRAD et établissements à se saisir de l'ensemble de ces actions qu'ils doivent déployer. Donc, aujourd'hui, il y a des outils qui sont déjà disponibles, des documents qui sont déjà disponibles, que vous pouvez réutiliser. Il y a un travail de partage de ce qui a été produit dans chacune des régions pour aider collectivement à avancer. Mais à côté de ça, le GTT prend en charge plusieurs actions, donc notamment la mise à disposition de kits d'exercice de gestion de crise. Donc, le kit débutant est en finalisation pour le cadre du médico-social. Celui du sanitaire doit être publié très, très prochainement. Le kit intermédiaire arrive, il est en cours de finalisation.
Donc ça, c'est pour un premier axe. Concernant l'accompagnement des établissements, donc là, il y a des travaux en cours pour proposer un accompagnement qui soit homogène à l'ensemble des régions, donc avec une définition du type de contractualisation des financements. Donc on attend aujourd'hui des réponses du national, mais c'est des choses qui sont aussi travaillées. Il y a eu un catalogue national des outils et des dispositifs de prévention et de sensibilisation qui a été partagé. Donc, vous pouvez aller voir Grade et ARS qui pourront vous les transmettre. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une déclinaison pour le médico-social, donc avec une adaptation documentaire qui est en cours, notamment un document qui s'appelle la cybersécurité pour le médico-social en 12 questions. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. De même pour les exercices de crise, comme je disais. Et puis, il va y avoir la mise à disposition d'un observatoire SI qui tiendra un volet cybersécurité. Donc là, on attend des éléments du national. Et enfin, le fait d'intégrer le médico-social au périmètre du CERT Santé. Donc ça, ce sont des actions qui sont en cours avec le GTT. Les GTT se tiennent tous les 2 mois pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent participer. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou pas. Non, je n'en vois pas. Du coup, je laisse la main à Morgane pour la suite, à savoir le cadre d'urbanisation. Alors, on ne t'entend pas. Pardon, sur la partie urbanisation, en effet, donc comme on se le disait, l'urbanisation sectorielle, forcément, pose des bases qui sont communes pour le sanitaire, le médico-social et le social. Pour autant, dans le cadre du Ségur numérique en santé et des task force qui se sont réunis, les groupes de travail sur le secteur médico-social, notamment sur la partie PA, PH et sur le domicile, les acteurs, donc que ce soit les industriels du secteur, des acteurs, des représentants des régions, ARS, GRADE et des représentants des établissements et services médico-sociaux, se sont rendus compte qu'il y avait quand même, c'était quand même une sorte de paquet de nouilles, on va dire, pour être très concret, et qu'il y avait encore des choses qui nécessitaient d'être clairement à définir par rapport à quel service je vais utiliser pour quel besoin, quel usage, et quelles sont les données de référence que je vais pouvoir utiliser. Donc, un vrai enjeu, en effet, de pouvoir apporter des repères et de clarifier. Les schémas qui sont inscrits dans la doctrine sont déjà apportent un premier niveau de repère, mais c'était important de pouvoir aller un cran plus loin. Tout ça pour éviter les freins qui sont notamment liés à la saisie multiple dans des applications. On peut citer par exemple une saisie dans résidu SMS et une saisie dans via trajectoire. Des questions qui se posent aussi sur la place des différents portails usagers, des portails des démarches qui vont être faites sur le portail pour les personnes âgées ou mon parcours handicap et la place de mon espace santé, par exemple. Voilà. Toutes ces questions ont été remontées finalement dans les travaux l'année dernière et ont mis en évidence la nécessité de se pencher plus spécifiquement sur un cadre d'urbanisation sectorielle pour le médico-social. Donc, nous avons enclenché une action de démarrer une définition d'orientation stratégique et d'une analyse de l'existant pour bien poser ce que pourrait être une première version de ce cadre d'urbanisation sectorielle, donc sur le secteur médico-social, centré dans un premier temps sur le dossier usage informatisé des ESMS, avec un prisme qui va concerner les établissements et services du champ de l'autonomie, donc PA-PH, d'ici la fin de l'année 2022. Donc, c'est quelque chose qu'on va construire progressivement et on sera amené à évoquer des enjeux autour de la gestion et du traitement de la donnée, des données dites de référence. Ça va remonter sur des questions autour de la sémantique. Les cas d'usage et d'échange de données entre le DUI et les services tiers, le dossier usager informatisé, mais aussi et les autres briques du système d'information d'un ESMS, mais aussi avec les services tiers. D'être sur une démarche de cartographie, et cette cartographie, ça va être à la fois du processus métier, et on va aller jusqu'à l'architecture fonctionnelle, et soulever des questions techniques. Des questions techniques qui sont la base, en effet, de la confiance, et donc derrière, on va remettre en évidence, en effet, un certain nombre de principes structurants de sécurité, d'interopérabilité, et de soulever même des questions d'architecture technique, tout ça étant aussi en lien avec, comme je l'évoquais, des principes d'éthique qui sont adressés par un groupe de travail éthique.
Donc voilà, on souhaitait vous mettre en évidence cette actualité avec un terrain de travail que l'on a amorcé dernièrement et qui va nous amener à réaliser une première version de ce cadre d'urbanisation pour le secteur médico-social d'ici la fin de l'année et qui alimentera bien évidemment la version 2022 de la doctrine du numérique. On va passer ensuite sur un volet de description de ce qu'on fait plus particulièrement sur l'interopérabilité. Le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, il couvre plusieurs choses. Il va couvrir à la fois des volets, la définition de volets de contenu, on va dire, de santé. Il va couvrir également la définition de spécifications d'échange entre plusieurs systèmes. Et il va couvrir également des volets de sémantique, avec le serveur multiterminologie qu'on peut proposer. Les actions qui sont proposées, c'est à la fois côté agence du numérique en santé de mettre en place une gouvernance autour du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, de mettre en place un centre de gestion des terminologies de santé, de mettre en place des environnements de tests d'interopérabilité, c'est notamment le cas dans le cas du Ségur numérique avec la mise à disposition de tests pour les industriels, dans le cadre du référencement de leurs solutions, la mise en place d'un serveur multiterminologie, la publication, comme je disais, de spécifications techniques, de volets de contenu et de terminologie de référence, et enfin, l'animation d'événements du type connectaton ou projectaton, que ces projectatons soient des projectatons plutôt techniques qui regroupent les industriels, ou même des projectatons qui montrent en situation réelle comment les usages peuvent se faire. Donc, sur le secteur médico-social, il y a un certain nombre, en effet, d'existants. Le cadre d'interopérabilité, il s'est bien évidemment décliné pour le secteur médico-social, avec quelques objets, on va dire, emblématiques, le dossier de liaison d'urgence, comme volet de contenu, par exemple, mais on va aussi pouvoir utiliser le volet de synthèse médicale, par exemple. Des spécifications d'échange, on va plus particulièrement utiliser l'agenda partagé, le carnet de liaison, le cercle de soins, qui sont vraiment des spécifications d'intérêt pour le secteur. Et donc, dans le cadre du Ségur, les dossiers de spécification de référencement qui sont publiés pour les industriels du secteur, ils ciblent ce DUI interopérable embarquant ces différents volets ou ces différentes spécifications. Les travaux qui sont également en cours sont raccrochés à des grands programmes de transformation numérique de secteur médico-social avec le programme SI-MDPH qui est porté par la CNSA, pour lequel des standardisations d'échange ont été proposées entre les téléservices de demande en ligne en MDPH et les sites des MDPH. Et ça a été notamment un sujet important qui a été montré dans le cadre du projectaton qui s'est tenu au mois de mars, où des opérateurs de téléservices se sont réunis avec des éditeurs de SI-MDPH pour montrer qu'ils arrivaient donc à bien implémenter les spécifications d'échange et à s'interfacer entre eux. On a également travaillé sur ce qu'on appelait la portabilité au sens large et le transfert de dossiers. On l'a instancié sur le volet MDPH pour faciliter, comme ce sont des services qui sont départementaux, enfin, chaque MDPH dispose de son propre système d'information, eh bien, on a pu proposer en effet une norme d'échange, un standard qui permettait de faciliter le transfert de dossiers d'une MDPH à une autre. Des travaux qui se poursuivent en lien avec le SI suivi des orientations via trajectoire, avec toute une dynamique qui s'est lancée sur l'année 2021 pour standardiser les échanges entre les MDPH via trajectoire et les établissements et services médico-sociaux, pour lequel on devrait proposer très prochainement la mise en place en effet de la publication de spécifications pour les éditeurs de dossiers usagers informatisés, pour qu'ils puissent s'interfacer avec via trajectoire, et un plan d'accompagnement associé pour mettre en place des pilotes, puis cibler progressivement une généralisation, sachant que ce flux sera envisagé dans le cadre du référencement Ségur Vague 2 pour le secteur PH. Une étude d'opportunité qui a été conduite également plutôt dans le champ du domicile, avec des travaux qui ont été réalisés en lien avec EDES, qui concernent l'intégration d'Espadom au sein du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. La mise en œuvre de ces travaux de manière opérationnelle est aujourd'hui en train d'être planifiée avec le programme, dans le cadre du programme ESIAPA, qui est piloté par la CNSA, donc programme de ESI national pour la gestion de la nouvelle aide pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Des perspectives qui sont plus particulièrement portées dans le cadre du Ségur et qui figurent sur la partie de droite. Donc,
travailler sur des nouveaux besoins, des nouveaux volets, en lien avec la HAS qui concerne le DLU domicile pour les acteurs du domicile, donc une standardisation de ce document, ou en tout cas des informations qu'il contiennent, pour favoriser en effet le passage aux urgences et surtout le retour à domicile des personnes. Le projet personnalisé de coordination en santé, donc qui va concerner plus particulièrement les établissements et services médico-sociaux dans le cadre du Ségur. C'est un des volets qui va être plus particulièrement regardé de près et on va souhaiter envisager son implémentation. Et les terminologies de référence, donc en travaillant notamment sur le standard ESPADOM, on va pouvoir toucher du doigt quelques-unes de ces terminologies et également regarder plus près la nomenclature des besoins des prestations SERAFIN-PH. Ce qu'on pourrait évoquer, c'est que les industriels du secteur médico-social et du social sont extrêmement mobilisés sur ces enjeux d'interopérabilité. Ils sont à la fois en attente, mais ils sont aussi surtout précurseurs. On les retrouve très fortement dans le cadre des projets Taton qui se sont conduits et l'année dernière et cette année. Et ils sont également mobilisés pour montrer concrètement sur le terrain, le 15 et 16 juin prochain, comment est-ce que les usages vont pouvoir se faire de l'interopérabilité en situation concrète entre structures du médico-social. On vous a mis ici une planche qui matérialise comment est-ce que les échanges de documents plus ou moins structurés, mais en tout cas qui font référence à des volets de contenu du cadre d'interopérabilité, se font au sein d'un ESMS et comment est-ce que finalement c'est aujourd'hui demandé dans le cadre du dossier de spécification de référencement du Ségur. Donc, ce qu'il faut voir derrière cette image, c'est que sur la partie de gauche, donc, on a un écosystème qui va en effet produire un certain nombre de documents, soit au format N1, soit au format N3, que ce soit des documents de type compte-rendu de biologie, lettre de liaison, volet de synthèse médicale, etc. Que ces documents ils sont d'intérêt pour un établissement et service médico-social, du champ du handicap, du champ du grand âge et également pour les services, et que ces établissements et services médico-sociaux ils seront amenés à produire des documents au format non structuré dans un premier temps ou au format structuré au niveau N3, par exemple le volet de synthèse médicale et le dossier de liaison d'urgence qui vont être demandés donc au format E3. Ce qu'on lit là, finalement, c'est le contenu de ce qu'il y a dans le dossier de spécification référencement Ségur pour les industriels qui vont candidater à ce référencement. Ils vont devoir justement montrer qu'ils savent faire tout ça. Donc, ça montre vraiment qu'en 2022, il y a une quarantaine d'industriels et de solutions qui sont aujourd'hui candidates à ce référencement Ségur. Elles vont être amenées à intégrer l'ensemble de ce périmètre d'interopérabilité. Donc, ça montre vraiment qu'il y a, on va dire, une forte volonté, une très belle dynamique qui va se mettre en place en matière d'interopérabilité pour le secteur. On va passer ensuite sur la partie service. Avant d'enchaîner sur mon espace santé, le DMP et la MS Santé, on va regarder peut-être les questions qui ont été posées. Alors, la déclaration des EIS vient d'être rédigée par décret. Ne faut-il pas concentrer tous les accompagnements dans la même logique? Alors, ça, c'est sur la partie santé. Oui, je pense que c'est sur la partie cyber. J'ai noté la question. Donc, pareil, je reviendrai vers vous là-dessus. Les porteurs de projets de services à domicile dans le médico-social type start-up doivent-ils être habilités DMP? Alors, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question. Donc là, on parle de start-up, habilitation DMP. Donc, c'est toute la démarche, en effet, d'homologation qui permet d'alimenter le DMP. Porteur de projet. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question. N'hésitez pas à reformuler. Les données connectées par des structures innovantes dans le secteur médico-social peuvent-elles développer des solutions liées à l'intelligence artificielle dans une phase expérimentale sans difficulté? Donc là, on touche sur le champ de l'innovation et donc de la promotion, en effet, des solutions qui pourraient être amenées à proposer des solutions en lien avec l'intelligence artificielle. Écoutez, en tout cas, ce qu'on peut simplement dire, c'est que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social, un certain nombre d'actions qui sont présentes pour favoriser justement la promotion de l'innovation et accompagner en tout cas les acteurs
dans l'identification d'usages pertinents, dans le développement de ces usages. Il y a des mesures de soutien qui sont faites, notamment dans le champ médico-social, avec un appel à projet structure 3.0 qui doivent le permettre, ou même tiers-lieu d'expérimentation. Donc, en fonction de la maturité du projet, c'est l'un ou l'autre des actions de soutien qu'il faut aller regarder. Sur structure 3.0, on est quand même sur un contexte d'application un peu plus abouti que sur tiers-lieu. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, on vous mettra à disposition des liens pour que vous puissiez regarder ces deux mesures de soutien de l'innovation. Pourquoi la réception de documents N3 n'est-elle pas prévue en même temps que leur envoi, compte rendu de biologie par exemple? Eh bien, c'est la soutenabilité. Quand on a donc réalisé les travaux dans le cadre des task force, beaucoup nous ont dit que le compte rendu de biologie était quand même pas très simple en termes d'implémentation, pour une première marche à franchir. Et donc, c'est pour ça que dans un premier temps, on a mis un document N1 pour la réception de documents. Et ça veut dire qu'il faudra aller chercher une marche N3 un peu plus tard. Mais c'est vraiment la soutenabilité qui nous a amené à envisager un niveau N1 dans un premier temps. Et merci Dominique, oui, l'innovation, il faut ne pas hésiter en effet à aller voir Genius pour plus d'informations et pour vous orienter dans toutes vos démarches de prise de connaissance en effet de l'écosystème du numérique en santé. On continue sur Mon Espace Santé. Alors, on ne va pas vous faire une démonstration spécifique de Mon Espace Santé pour le médico-social parce que tout simplement, c'est Mon Espace Santé qui s'applique au public fragile, tout comme aux autres populations. C'est une mesure phare, donc on ne pouvait pas ne pas vous en parler. On a simplement repris en effet les quelques services emblématiques qui composent aujourd'hui Mon Espace Santé. Donc, on a un volet, on va dire, repository de documents, qui est le dossier médical partagé, qui va contenir en effet tous les documents utiles pour les personnes. Ce qu'on a simplement noté par rapport aux enjeux plus spécifiques pour le médico-social, c'est qu'il va y avoir un enjeu important de pouvoir faire en sorte que ces documents soient accessibles à l'aidant et à la personne de confiance. Et donc là, il y a un travail réglementaire à faire pour permettre cet accès, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. On n'a pas un statut officiel de l'aidant qui lui permet d'accéder au DMP ou à Mon Espace Santé de la personne. Autre brique donc très importante de Mon Espace Santé, c'est la messagerie usager qui va permettre donc à un usager de pouvoir s'adresser à un professionnel du secteur santé, mais également du secteur médico-social et social, dès lors que cet acteur lui a proposé, l'a invité en effet à dialoguer avec lui. Ce sur quoi on s'est dit que ça allait apporter un certain intérêt, c'est notamment de pouvoir faciliter la préparation de l'admission ou de l'entrée d'un usager en ESMS. Donc la transmission de documents, elle va être forcément facilitée via l'utilisation de cette messagerie citoyenne. L'agenda partagé, qui va permettre de consolider les événements de santé de la personne, qui sont soit saisis par la personne, soit provenant de plateformes ou de services tiers. Les enjeux qu'on a pu identifier, c'est d'être en capacité d'avoir un agenda qui soit fédéré par rapport à un certain nombre de services, en effet, qui vont concerner l'usager et qui vont concerner des informations qui peuvent être liées, par exemple, à un certain nombre d'actions qui peuvent se tenir au domicile pour une personne dépendante à domicile, qui peuvent être le passage de la kiné ou le passage, en effet, d'un acteur ou de l'auxiliaire de vie du SAD. Voilà, la fédération de tous ces rendez-vous, de tous ces événements seront précieux dans le cadre de Mon Espace Santé. Enfin, la brique catalogue de services, donc, qui est centrale, le store de Mon Espace Santé, avec un référencement d'applications basé sur des critères d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité. Ces critères étant précisés, ça renvoie à un autre webinaire sur le sujet qu'on pourra vous repointer. Et donc, c'est central pour faire en sorte que les industriels du secteur puissent proposer des services pertinents et que ces services, ils puissent être de confiance puisqu'ils ont montré qu'ils étaient en capacité d'alimenter le DMP, ils savaient dialoguer avec un agenda partagé, ils étaient en capacité d'actionner un flux MS Santé et surtout, ils respectent les fondations de la maison du numérique en santé, à savoir des critères d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité. Et donc, ce qui serait intéressant, en effet, notamment pour le secteur
médico-social, c'est de pouvoir fédérer différents portails usagers, par exemple, pour faciliter les démarches et qu'on n'ait pas des démarches à faire sur un portail et sur un autre, voilà, ou faciliter l'accès au droit. Voilà, il y a des idées qui pourraient émerger dans ce cadre-là. Donc voilà sur la partie Mon espace santé. Ce qu'on souhaitait surtout vous mettre en évidence, c'est également un point très particulier lié à la brique dossier médical partagé, avec donc une actualité importante qui est l'adaptation, l'évolution de la matrice d'habilitation du DMP, que vous voyez sur la partie de droite, pour prendre en compte les professions du secteur social et médico-social et leur rôle, et pour prendre en compte également leurs besoins de partage et d'échange. Donc ça, c'est des travaux qui ont été conduits depuis déjà quelques mois, qui donnent lieu à une grande phase de concertation. L'idée, c'est qu'en colonne, vous ayez en effet les professions, en ligne, vous avez les documents, et donc au milieu, vous avez les croix qui correspondent à telle profession a le droit de voir quoi au sein du DMP en termes de consultation ou d'alimentation. Et donc, le chantier d'évolution de la matrice d'habilitation du DMP, ça a été à la fois rajouter des colonnes qui sont forcément en lien avec les travaux sur le RPPS+, à partir du moment où on enregistre et on dote des professions d'une identité électronique nationale, on va pouvoir les retrouver dans le cadre du DMP, puisqu'ils vont avoir un rôle à jouer vis-à-vis des personnes, ils vont avoir le droit d'échanger et de partager des données de santé à caractère personnel, et donc ils vont pouvoir en effet être amenés à exercer un rôle au sein du DMP, pouvoir accéder à un certain nombre de documents, et ces nouveaux documents, on va pouvoir les mettre dans les lignes. Voilà, cet enrichissement, il se fait à la fois en colonne et il se fait en ligne. On vous a mis quelques étapes donc, qui concernent la phase de concertation qui est en cours, qui demande notamment l'avis de la CNIL, et simplement aussi pour vous rappeler qu'il y a eu une présentation de cette matrice aux associations de patients en tout début d'année. Alors, on va regarder les questions avant de passer sur la messagerie sécurisée de santé. Verser des données de ce type sur l'agenda de Mon espace santé ne fait-il pas doublon avec la solution e-parcours et le module accueil temporaire et séquentiel de via trajectoire? Quelle différence, une interopérabilité est-elle envisagée? Alors, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a quand même une interopérabilité définie et standardisée sur la partie agenda. Dans le cas d'Interop, c'est les spécifications agenda partagées. Donc, à partir du moment où ces différents services respectent en effet le concept d'agenda partagé, normalement, il y a une interopérabilité qui est garantie. Et en pratique, en effet, la question que vous posez, eh bien, c'est tout à fait une question qu'on va être amené à pointer du doigt dans le cadre de la démarche d'urbanisation, finalement. C'est quel service va pouvoir jouer quel rôle. Et on va être amené, en effet, à regarder dans quel cas de figure, en effet, Mon espace santé va être amené à fédérer un certain nombre de rendez-vous qui sont par ailleurs des événements ou des rendez-vous qui sont gérés dans certaines applications au catalogue référencés au catalogue de Mon espace santé. Donc voilà, ça c'est des principes d'urbanisation qu'il va falloir en effet poser plus spécifiquement pour pas qu'il y ait doublon et pour que les choses soient claires et que surtout pour l'usager, il puisse savoir à quel endroit il va pouvoir consulter tout ça. PS concernant la brique agenda de Mon espace santé. Oui, donc c'était par rapport à la question précédente. Merci. On va poursuivre et terminer sur la généralisation de la MS Santé au secteur médico-social. Alors, ça a donné lieu à pas mal de webinaires aussi, donc je pense que ce n'est pas forcément une surprise pour vous. La messagerie sécurisée de santé, c'est un espace de confiance, pour rappel. L'objectif, c'est de faciliter les échanges et améliorer la coordination des soins et coordination des parcours. Protéger donc la responsabilité des professionnels de santé et les données des patients, des usagers, et optimiser la prise en charge du patient en simplifiant, en accélérant l'échange d'informations, en libérant du temps médical ou d'accueil. Sur la trajectoire qui a été empruntée sur le médico-social en 2020 et 2021, il y a eu un plan de travail qui s'est décliné dans le champ des EHPAD, et il y a eu également un plan de travail de pilote de déploiement qui s'est déroulé dans quasiment toutes les régions, qui ont donc expérimenté un certain nombre de cas d'usage de l'AMS Santé, donc soit dans le champ des dispositifs d'appui à la coordination, soit dans le champ du handicap, ça a été notamment le cas avec les CAMPS, soit dans le champ de la dépendance. Donc aujourd'hui, il y a eu
cette démarche de pilote de déploiement régionaux qui a été très riche en enseignements. Et elle a été donc restituée à l'occasion d'une séance de présentation de la généralisation des MS Santé au secteur médico-social qui s'est tenue en novembre dernier. Il y a eu 5 grands enseignements. Le premier, c'est la compréhension de l'intérêt de la MS Santé pour le secteur, et un enjeu en effet de mobiliser les acteurs sur l'enjeu de l'échange, qui est finalement une action assez naturelle, assez simple, plus que le partage, déjà aller vers de l'échange sécurisé. Donc la mise en place d'une organisation projet adaptée, quand on met en place en effet un envoi vers l'extérieur dématérialisé de manière sécurisée, il faut réfléchir à un certain nombre de choses. Il faut réfléchir aussi à quel professionnel peut le faire, accède à quoi, et est-ce que j'ai besoin d'une boîte aux lettres plutôt nominative, est-ce que j'ai besoin d'une boîte aux lettres par exemple organisationnelle. Donc un travail qui va être indispensable en fonction des cas d'usage majoritaires. Il y a des documents qu'on va envoyer systématiquement et des choses qu'on va peut-être faire au cas par cas. Des difficultés à mobiliser les professionnels et à développer les usages, donc c'est beaucoup de conduite du changement et des bonnes pratiques, donc un enjeu en effet d'accompagner cela. On l'a également vu dans le cadre d'un plan d'action qu'on a conduit auprès des services d'aide à domicile, où c'était aussi un changement culturel, rien que le fait de se dire qu'ils avaient en effet un enjeu et le droit d'être amenés à échanger des données de santé à caractère personnel, c'était quelque chose de révolutionnaire. Se doter d'une carte professionnelle de santé, c'était également quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc voilà, c'est des changements culturels et ça doit s'accompagner. Dans le cadre de la généralisation de la MS Santé au secteur médico-social, 3 leviers ont été identifiés de manière importante. Déjà, le fait de capitaliser sur toute la démarche d'accélération du développement du numérique dans le secteur médico-social avec le programme SMS numérique et le Ségur numérique. Donc, un certain nombre d'établissements et services médico-sociaux et sociaux et des grands organismes gestionnaires sont retenus dans le cadre du programme SMS numérique et vont être amenés donc à se doter de solutions conformes au Ségur numérique, donc embarquant nativement de l'interopérabilité, une capacité à envoyer vers le DMP ou par MS Santé. Et donc voilà, ces acteurs sont forcément, qui sont aujourd'hui en train de démarrer ces projets, ce sont des acteurs qu'il faut accompagner en priorité. Ça va être une véritable locomotive pour générer des usages. En parallèle de ça, s'appuyer également sur des relais de proximité, que sont par exemple les dispositifs d'appui à la coordination, mais aussi les acteurs dans les départements, les MDPH, qui vont être finalement à l'interface d'un certain nombre d'actions, de communication, de coordination avec les établissements et services médico-sociaux. Et donc, pour pouvoir créer une émulation sur les territoires, on peut jouer donc sur ces 2 niveaux, équiper en effet les établissements et services médico-sociaux et en parallèle de ça, équiper les relais de proximité et ainsi créer une vraie synergie dans les territoires. Et ne pas sous-estimer, au contraire, miser aussi beaucoup sur le rôle des usagers avec l'ouverture de mon espace santé et de la messagerie citoyenne. En complément, donc, quelques actions qu'on vous a citées qui vont accompagner le développement de la MS Santé dans le secteur médico-social. Ça, c'est un plan de travail, on va dire, sur l'année 2022 et qui va se poursuivre sur les prochaines années, en accompagnement notamment du programme SMS numérique et du Ségur numérique jusqu'en 2025. Des actions de communication et de sensibilisation, donc avec des supports, des fiches usage, des cas d'usage métier qui sont mis à disposition. Les task force du Ségur numérique qui concerne le champ du PAPH domicile avec un retour d'expérience qui a été fait au mois de mars 2022. On vous a mis le lien. Vous pouvez consulter en effet le retour d'expérience de l'usage de la MS Santé. Il y en a d'autres en cours sur le champ de la protection de l'enfance et des personnes en difficulté spécifique qui va être publié donc d'ici l'été 2022. Et un autre qui va concerner l'accueil, l'hébergement, l'insertion et la protection juridique des majeurs, plutôt sur le 2e semestre 2022. Voilà, donc ces retours d'expérience, ils sont très précieux et ils vont, je l'espère, permettre de donner des repères à pas mal de structures et surtout, ils vont permettre aux régions qui accompagnent également ces acteurs de pouvoir en tirer des enseignements pour réussir ensuite à pouvoir les véhiculer et se démultiplier auprès d'autres acteurs du même type dans leur territoire. Un accompagnement en complément qui se fait auprès des gros organismes gestionnaires qui ont une maille, on va dire, nationale, pour lesquels un plan d'accompagnement un peu plus spécifique est mis en place directement par les équipes de l'ANS, l'accompagnement territorial et des régions, dans le cas du Ségur, qui va se permettre aussi de
de regarder plus particulièrement comment on accompagne le déploiement de la MS Santé. Et le Ségur numérique nous permet de régulièrement, toutes les 6 semaines, faire le point sur le développement des usages dans chaque région. Et enfin, l'accompagnement des relais de proximité avec un plan d'action spécifique qui a été réalisé en faveur des DAC et des MDPH avec des pilotes qui devraient avoir lieu sur le courant de l'année 2022. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Il est 15h01. On a essayé de traiter les questions au fil de l'eau. J'espère qu'on n'en a pas oublié. Peut-être une dernière question. Envisageable d'augmenter la taille des jeunes dans beaucoup d'acteurs ESMS et institutions remontent cette limitation comme un frein bloquant. Alors ça, c'est propre aux opérateurs. Donc, ça dépend de l'opérateur que vous avez choisi. Donc, ça, ce n'est pas des choses qui sont bordées, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance au niveau des référentiels qu'on peut produire, nous, au niveau de l'espace de confiance MS Santé. En tout cas, on note la question, mais je pense que c'est important de regarder auprès des opérateurs, en effet, quel opérateur est utilisé pour que vous puissiez regarder pourquoi est-ce qu'il y a une limitation de ce type-là. Alors, l'outil Spico, je ne le connais pas. Est-ce que vous pourriez nous donner un lien pour qu'on puisse se renseigner? Voilà, on va vous laisser peut-être apporter des précisions. Et puis, on va vous remercier infiniment pour votre participation à ce webinaire. On espère que ça a été éclairant pour vous, que ça vous a apporté quelques éléments de réponse, en tout cas des points d'actualité sur cette trajectoire médico-sociale dans le cadre de la doctrine du numérique en santé. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et puis à vous souhaiter une bonne continuation dans tout l'entrepreneuriat que vous pouvez avoir sur le numérique en santé dans le secteur médico-social. Merci à tous. Merci à tous. Et n'hésitez pas à passer nous voir à Santexpo la semaine prochaine sur le village de l'e-santé stand J32. Bon après-midi.